Bonjour Anne Alombert. Je voulais d'abord vous demander de vous présenter personnellement, succinctement. Oui, je m'appelle Anne Alombert, donc je suis maître de conférences en philosophie à l'université Paris 8 et j'ai écrit une thèse de philosophie qui portait sur les œuvres de Gilbert Simondon et de Jacques Derrida principalement. Depuis quand vous êtes à l'université? Je viens d'arriver à l'université Paris 8. En fait, j'ai pris mon poste là il y a quelques semaines. Alors, félicitations. Merci. Et puis, je voulais savoir comment vous avez, et dans quelles circonstances, et quand surtout, vous avez rencontré Bernard Stiegler. Alors, nous nous sommes rencontrés, je crois, en 2013. Lors de l'académie d'été qu'il avait organisée à Épineuil-le-Fleuriel. Et puis je l'avais lu un petit peu auparavant. Quel livre? Alors, à ce moment-là, j'avais lu j'avais lu De la misère symbolique et puis Réenchanter le monde, le manifeste d'Ars Industrialis. Je crois que c'est les deux premiers livres que j'ai lus, si je me souviens bien. C'est en tout cas avec ces livres-là en tête, disons que je suis allée à l'Académie d'été en 2013. Et quelle était votre impression du personnage? Peut-être ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait que j'avais l'impression de voir disons, de voir de la philosophie vivante en fait, en quelque sorte. Voilà, de voir quelqu'un qui faisait avancer en fait l'histoire de la philosophie à travers à la fois ses écrits théoriques et puis ses travaux plus, disons, politiques, pratiques. Et je crois que c'est ça qui m'a frappée en premier lieu, quoi. Pour moi, la philosophie, c'était un petit peu un objet d'étude. Voilà, c'était comment dire. J'ai fait des études assez classiques de philosophie, je veux dire, et du coup, j'étais peu habituée à voir des personnes comme Bernard Stiegler qui vivaient en fait la philosophie de manière existentielle et qui essayaient en fait de la concrétiser à travers des projets. Voilà. Donc je crois que c'est ça qui m'a marqué à ce moment-là. Alors qu'à l'époque, il n'avait même pas encore ce projet de pleine commune. Non, pas du tout. Pas du tout. Le 2013. projet de pleine commune est venu plus tard, en 2015 à peu près. Et son agir se manifestait comment alors? Oui. En fait, parce qu'il avait d'autres projets en cours en fait à cette époque. Notamment, il avait créé évidemment l'école de philosophie Pharmakon, qui était déjà en tant que tel une sorte de projet de recherche contributive, puisqu'il s'agissait aussi quand même de faire de la philosophie avec des personnes qui étaient amateurs, disons, donc c'était entre, disons, l'éducation populaire, la recherche contributive, etc. Et puis par ailleurs, il avait d'autres projets à ce moment-là, donc je me souviens plus exactement quels étaient ces projets, mais tous les séminaires de Bernard Stiegler, il parlait d'internation depuis 2011, je crois. Donc en fait, tous ces séminaires étaient toujours orientés. En fait, ces séminaires théoriques étaient toujours orientés vers des projets, des perspectives pratiques ou politiques. Voilà, donc disons qu'au moins, en tout cas, il parlait d'enjeux actuels, si vous voulez, même s'il n'était pas engagé lui-même à proprement parler dans tel ou tel projet spécifique. Il parlait de l'actualité, des transformations, des bouleversements que nous vivions, donc, et il les intégrait à sa réflexion philosophique. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué, parce que quand on lit de la philosophie, souvent on lit des auteurs mais qui sont décédés et qui forcément nous parlent d'une époque qui n'est plus la nôtre. Et à partir de ces auteurs, tout l'enjeu consiste à réussir à penser l'époque qui est la nôtre à partir de ces lectures-là. Mais Bernard Stiegler le faisait de manière exemplaire. Donc il ressaisissait toute l'histoire de la pensée, depuis Platon jusqu'à
voilà, Derrida, hein, pour penser ce qui se passe au XXIe siècle, au moment même où il parlait, quoi. Voilà, voilà, donc ça c'était très très important. Et de quelle manière, je veux dire, est-ce que ça vous a transformé en une activiste ou est-ce que vous-même, vous avez à ce moment-là eu des projets ou formulé dans votre tête un projet long terme philosophique? En fait, ça m'a pas du tout transformée en activiste, mais par contre, parce que c'était pas vraiment l'objet. Hein, je crois que voilà, l'idée de Bernard Stiegler, c'était quand même de faire avant tout de la recherche théorique très fondamentale et à partir de là d'en tirer un certain nombre en fait de programmes, de projets, de perspectives, mais toujours dans le cadre des institutions qui existent pour les transformer, pour les changer en fonction du nouveau milieu technique. Hein. Son idée c'était que à chaque fois qu'une transformation technologique se produit, les institutions, les organisations sociales, etc., doivent être évidemment doivent se transformer, doivent évoluer, hein, mais cela ne peut se faire qu'à partir d'une réflexion scientifique théorique en amont sur, disons, les enjeux anthropologiques et épistémologiques de cette mutation technique-là. Donc, bon, voilà, ça c'était une petite parenthèse, mais je crois que si ça m'a transformée, moi personnellement, c'était, enfin, je veux dire, un point en particulier sur lequel cette rencontre m'a transformée, c'est je crois, dans mes réflexions théoriques, tout simplement, philosophiques. C'est à partir de ce moment-là, un petit peu, que j'ai réussi à formuler des sujets de recherche, que j'ai ensuite essayé de poursuivre. Lesquels ? Dans le cadre de ma thèse, ou d'autres travaux, d'autres articles, etc. Donc, ça a été une source d'inspiration immense, voilà. Et puis ça évidemment, comme pour beaucoup de personnes qui lisent Bernard Stiegler, j'imagine, le fait de le lire donne envie de relire d'autres auteurs, en fait, de relire l'histoire de la philosophie un petit peu différemment, parce que, tout simplement, l'un de ses grands apports, disons, hein, c'est cette idée selon laquelle la philosophie s'est en quelque sorte constituée sur l'oubli de la question de la technique, et du coup cette thèse-là, enfin cette proposition-là, elle invite bien sûr à relire du coup les auteurs différemment, en questionnant justement ce point aveugle qu'a pu être chez eux cette question de la technique. Bon, il faudrait préciser, mais donc du coup en ce sens-là, oui, la rencontre avec son travail m'a transformée, a transformé la manière dont je lisais, la manière dont je pensais, la manière dont je voyais le monde. Oui, bien sûr, comme pour tout le monde, hein, j'imagine. Du coup, votre thèse aussi a changé de titre, peut-être ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, ma thèse n'était pas... J'avais pas encore commencé ma thèse à ce moment-là. Donc en fait, c'est plus tard que j'ai commencé ma thèse. Et donc en fait... donc... En fait, non, c'était deux choses un petit peu qui se sont fait en parallèle, en fait. J'ai rencontré Bernard Stiegler en 2013. Bon, j'ai commencé à fréquenter beaucoup plus son travail par la suite, en le lisant principalement, puis dans le cadre de différents projets. Et j'ai commencé ma thèse un petit peu plus tard, en 2015, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et à partir de là, j'ai fait mon propre chemin dans ma thèse, quoi, qui n'était pas forcément lié intrinsèquement à la pensée de Bernard Stiegler. C'était autre chose, mais c'était des choses qui se croisaient en permanence, quoi. Voilà. D'accord. En quoi Bernard Stiegler vous a incapacité ? Vous connaissez son concept pris chez Amartya Sen, chez Spinoza, et l'incapacitation me semble quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Oui, c'était le fait de travailler à ses côtés était extrêmement capacitant, effectivement, puisque, bon, d'une part, on apprenait en permanence, d'autre part, moi je pense qu'en fait il m'a aussi redonné confiance dans beaucoup disons, il m'a redonné un petit peu confiance dans la pensée, tout simplement, hein. Je trouve que c'est évident
puisque ce que vous faites aujourd'hui, c'est une mise en capacité à travers la pensée de Bernard Stiegler que vous analysez, que vous continuez à analyser en faisant un séminaire sur Bifurqué, son dernier livre, et aussi par votre nouveau collectif et site Organoesis. Je trouve que ça coule de source, que vous êtes en capacité et que vous êtes possédé par ce désir de continuer ce travail Oui, oui. Alors, et de recherche. Oui, oui. En fait, ce qu'on a surtout voulu essayer de poursuivre avec Michel Krikowski, donc c'était à travers ce séminaire Bifurqué puis ce collectif Organoesis, c'était aussi la dimension collective du travail en fait, parce que ce que Bernard Stiegler nous a appris, je crois, à faire, c'était de travailler collectivement en fait, de manière transdisciplinaire aussi. C'est-à-dire que dans les recherches que nous menions avec lui, voilà, nous travaillions avec différentes personnes, différents professionnels de différents horizons, différents chercheurs de différentes disciplines et aussi des étudiants, des personnes plus jeunes qui avaient envie de participer. Et donc ce séminaire Bifurqué et ce collectif Organoesis ont d'abord vocation, disons, à relier toutes ces personnes qui s'intéressent aux questions de l'organologie, de la pharmacologie, de la recherche contributive, pour qu'elles puissent en fait travailler ensemble et s'enrichir les unes les autres, échanger les unes les autres à partir de leurs différents horizons en fait. Ça c'est très important. En quoi a consisté votre travail concret auprès de Bernard Stiegler de 2011 de 2013 à 2020? Oui. Alors il y a eu plusieurs projets auxquels j'ai participé. Pour le dire assez rapidement, peut-être les principaux projets auxquels j'ai participé donc, dans le cadre de l'association Ars Industrialis et puis en parallèle de mes travaux de recherche en thèse que j'effectuais à cette époque-là, une thèse à l'université Paris-Nanterre. Et donc j'ai participé d'abord en fait à une sorte d'expérience autour du cours Pharmacon, donc qui était le cours de philosophie de Bernard Stiegler, où il s'agissait en fait de constituer une sorte de communauté de savoir autour de ce cours en expérimentant des outils numériques contributifs. Donc en fait l'idée c'était notamment un logiciel qui s'appelle Ligne de temps, que vous connaissez peut-être, qui en fait donc qui permettait l'annotation de vidéos, l'indexation de vidéos, le commentaire de vidéos. Et donc en fait, les différentes personnes qui suivaient ce cours, qui était un cours en ligne, donc toutes les personnes qui le suivaient étaient des amateurs, on n'était pas inscrits dans une quelconque formation. Hein. L'idée, c'était qu'on arrive à indexer ces vidéos différemment, à les catégoriser différemment, et en fait à établir à partir de là des discussions collectives autour du cours. Donc c'était une expérimentation qui était très intéressante pour ça, parce qu'elle permettait en fait de repenser les cours en ligne, si vous voulez, mais dans leur dimension contributive en fait, enfin en permettant à chacun d'interpréter le cours, d'annoter le cours, de le remonter par exemple aussi, d'en faire un résumé en le découpant, en le remontant, etc. Enfin, d'utiliser les images et l'audiovisuel pour le travail philosophique à proprement parler. Bon, mais sinon, j'ai aussi participé à l'organisation d'un séminaire qui s'appelait le séminaire études digitales ou Digital Studies, qui était organisé par l'Institut de recherche et d'innovation. Et donc, donc ce séminaire-là, c'était aussi un projet très important parce qu'en fait, ce séminaire avait pour but en fait, d'étudier la manière dont les technologies numériques transforment les disciplines académiques et les savoirs en général. Donc les savoirs théoriques, mais aussi les savoir-faire, les savoir-vivre, toutes sortes de savoirs. Et plus fondamentalement aussi d'interroger la manière dont tout savoir suppose toujours un dispositif technique. La connaissance, autrement dit, n'est pas une espèce d'ensemble d'opérations logiques qui se déroulent dans le cerveau des individus ou dans des dispositifs automatiques, mais
un savoir est toujours, en fait, suppose toujours une communauté qui partage un certain nombre de règles, de pratiques et aussi un certain nombre de supports techniques. Quand ces supports techniques changent, les savoirs sont bouleversés, en fait. Et donc, l'idée de ces séminaires études digitales ou digital studies, c'était de comprendre comment cette évolution des supports techniques transforme la manière dont nous pratiquons les savoirs, y compris les savoirs les plus théoriques, y compris les mathématiques. C'est pas la même chose de faire des mathématiques avec un boulier ou avec une calculatrice ou avec des big data, par exemple. Donc, y compris la philosophie, c'est pas la même chose de pratiquer la philosophie à l'époque du livre, à l'époque du numérique, etc. Parce que les dispositifs de publication sont pas les mêmes. Et donc, l'enjeu de ce séminaire études digitales, c'était d'étudier tout ça, et en particulier les transformations que le numérique faisait subir au savoir. Voilà, donc ça c'était aussi un projet très important. Et puis ensuite, il y a eu donc à partir de 2015 la mise en œuvre de ce projet de territoire apprenant contributif, qui était à la base en fait un projet de chaire de recherche contributive, qui avait vocation en fait à créer une chaire de recherche, donc un ensemble de chercheurs, si vous voulez, à regrouper un ensemble de chercheurs qui s'interrogent sur donc toujours un petit peu les mêmes, vous voyez, je pense, la continuité un petit peu des questionnements, qui s'interrogent sur la question notamment de l'automatisation et de ses enjeux pour les sociétés contemporaines dans différents domaines, dans différentes sphères. Et l'enjeu, c'était de dire que précisément, cette automatisation peut engendrer de la prolétarisation. Donc c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire une perte de savoir à partir du moment où ces savoirs sont extériorisés dans des dispositifs techniques. On prend toujours le risque, en quelque sorte, de les déléguer à ces dispositifs techniques et de ne pas les réintérioriser et de ne pas les pratiquer, de ne pas les individuer, de ne pas les transformer. Et du coup, l'enjeu de ce programme de recherche, c'était de voir dans quelle mesure les dispositifs numériques pourraient être utilisés, à l'inverse, pour inventer de nouveaux savoirs, pour développer de nouveaux savoirs. Et donc voilà, et en particulier, tout ça est articulé à des réflexions un petit peu plus politiques, disons, puisque Bernard Stiegler soutenait que cette pratique de savoir, ce sont des activités de travail qui se distinguent de l'emploi, dans la mesure où le travail comporte pour lui une dimension, disons, créative, individuante, qui n'est pas forcément à l'œuvre dans le cadre de l'emploi. Et l'idée, c'était d'imaginer de rémunérer, de pouvoir rémunérer ces activités de production de savoir par un revenu contributif et d'expérimenter ainsi, sur ce territoire de recherche, le modèle de l'économie contributive qu'il avait notamment développé dans de nombreux ouvrages, mais notamment dans La Société automatique, qui est en fait l'ouvrage qui est paru à peu près au moment du lancement de cette expérimentation sur le territoire de Plaine Commune. Donc voilà, ça c'était le... Vous avez aussi participé au cours cinéma à l'Université technique ou technologique de Compiègne. Oui, voilà, alors ça c'était aussi une expérience très intéressante où j'ai repris en quelque sorte un petit peu les cours que Bernard Stiegler avait donnés sur le cinéma à l'UTC, donc à l'Université technologie de Compiègne. Et ces cours qui sont très importants parce qu'en fait, donc comment dire, ce sont dans ces cours que se développe un petit peu donc c'est un cours qui s'appelle Phénoménologie des objets temporels audiovisuels, et donc c'est un cours dans lequel Bernard Stiegler explique un petit peu les enjeux des transformations médiatiques contemporaines en repartant en fait de l'histoire de la photographie, du cinéma, puis l'avènement de la télévision, etc. Et qui permet en fait de comprendre les perspectives qu'il essayait de développer avec les technologies numériques. Donc voilà. Et puis en dernier, juste avant son décès, il a créé ce qu'est le collectif Intonation. Oui. Et vous avez également participé à ça. Oui. Donc le collectif Intonation qui avait pour but à l'origine d'écrire
disons, une sorte de texte qui avait vocation à être transmis à l'Organisation des Nations Unies. Donc l'idée de Bernard Stiegler, c'était de lancer un programme de recherche contributive à grande échelle, en quelque sorte, dans différentes localités, dans différents territoires, pour étudier et pour transformer, disons, pour étudier l'anthropocène à partir des perspectives de l'entropie et de la négantropie. Donc je ne vais pas forcément développer ici, mais l'idée c'était de proposer en fait une analyse de l'anthropocène un petit peu différente de l'analyse classique, qui insiste en fait sur cette dimension, disons, sur ces notions d'entropie, d'anti-entropie et de négantropie. Et à partir de cette analyse, en découle un certain nombre de conséquences, disons, d'implications économiques, politiques, philosophiques, épistémologiques. Tout ça est bien expliqué dans l'introduction du livre Bifurqué que je ne vais pas résumer ici. Mais du coup, l'enjeu, en fait, avant l'écriture de ce livre, c'était de constituer un collectif de chercheurs interdisciplinaires et avec aussi des professionnels, des amateurs et des politiciens, des économistes, des médecins, enfin toutes sortes de personnes qui écrivent collectivement un texte et qui proposent de lancer un programme de recherche pour faire face aux enjeux de l'anthropocène avec un A compris comme anthropocène avec un E. Voilà. Il est quand même très partisan, comme il l'a expliqué dans son livre Qu'appelle-t-on penser, de Greta Thunberg et de la génération Thunberg. Oui, alors en tout cas, je crois qu'il voyait ces mouvements-là comme une source d'espoir, peut-être. En tout cas, l'un des enjeux du collectif Internation, c'était aussi de relier la question de l'écologie environnementale à la question de l'écologie mentale et de l'écologie sociale. En fait, le point de vue qu'on essayait de proposer consistait à dire que si on veut prendre à bras-le-corps les problématiques écologiques au sens classique, il faut aussi s'occuper des savoirs. Parce que si les individus n'ont plus de savoir, eh bien, ils ne pourront pas inventer, disons, les solutions nécessaires pour faire face à la crise que nous vivons aujourd'hui. Et donc, en fait, la question de l'écologie environnementale dépend d'abord d'une question d'écologie mentale et sociale, c'est-à-dire de donner aux individus la possibilité de se relier collectivement, de s'individuer psychiquement et de développer de nouveaux savoirs et non pas de déléguer leur savoir à des dispositifs automatiques. Et pour ça, il faut repenser en fait la fonction des technologies numériques dans les sociétés actuelles, puisqu'elles sont massivement mises au service, disons, d'un système consumériste qui transforme en fait les individus en consommateurs de services ou qui les rend accros à leurs applications, entre guillemets. Et là où précisément elles pourraient devenir des milieux, ce que Bernard Stiegler appelait des milieux associés, c'est-à-dire des milieux dans lesquels les individus peuvent se transindividuer, peuvent produire de nouveaux savoirs et les développer. Donc voilà un petit peu l'articulation, si vous voulez, entre ces différentes dimensions de l'écologie que nous essayons de penser dans ce collectif. Et quel était le point de départ pour choisir un sujet très difficile pour votre thèse, qui est Simondon? Simondon, je veux dire, c'est presque imbuvable pour le commun des mortels. Mais comment une femme surtout, parce que les philosophes normalement c'est les hommes, alors vous, jeune femme, vous vous attaquez à un monument pareil? J'ai du mal moi-même à retracer le chemin qui m'a amené à vouloir faire cette thèse sur Derrida et sur Simondon. En fait, hein, c'était vraiment sur les deux sont auteurs. Extrêmement difficiles. Les deux sont extrêmement difficiles, mais en fait, ça dépend aussi de ce que vous entendez par difficile, parce que évidemment, tous les auteurs sont extrêmement difficiles. Au point de vue langage, déjà. Oui, c'est vrai. Alors, ils sont extrêmement difficiles au point de vue du langage, mais en même temps, pourquoi sont-ils difficiles au point de vue du langage? Parce qu'en fait,
tout l'enjeu de la pensée de Simondon et de la pensée de Derrida, je crois, et je crois que c'est aussi un des enjeux de la pensée de Bernard Stiegler, c'est de dépasser les oppositions conceptuelles, c'est-à-dire les couples conceptuels qui sont communément admis, disons, dans l'histoire de la philosophie, et qui sont aussi utilisés dans le langage courant. Lesquels? Donnez un exemple, parce que là, c'est abstrait. Eh bien, l'esprit et la matière, le corps et l'âme, l'intellectuel et le manuel, je ne sais pas, toutes sortes d'oppositions conceptuelles. En fait, notre langage fonctionne sur toutes sortes d'oppositions. Et le but de ces pensées, la forme et la matière, par exemple, et le but de ces textes, disons, de ces auteurs, enfin, leur langage a pour particularité de dépasser ces oppositions-là. Par exemple, quand Simondon va proposer la notion d'information, c'est pour dépasser l'opposition entre forme et matière. Quand Bernard Stiegler va proposer la notion d'hypermatière, c'est aussi pour dépasser l'opposition entre forme et matière, ou entre esprit et matière. Quand Derrida va proposer la notion de pharmacon, par exemple, enfin il ne la propose pas, mais il la réinterprète à partir du texte de Platon, c'est pour dépasser l'opposition entre remède et poison. Tout fonctionne comme ça dans ces pensées-là. Donc forcément, vous êtes obligé d'avoir une invention conceptuelle, vous êtes obligé de produire de nouveaux concepts pour dépasser en quelque sorte des oppositions et pour envisager plutôt des compositions entre tendances. Et ça, c'est une dimension très importante de ces trois pensées-là, la pensée de Simondon, la pensée de Derrida et la pensée de Bernard Stiegler, je crois. Et c'est pour ça que leur langage est au premier abord très compliqué. Mais une fois qu'on s'est plongé dans les textes et une fois qu'on a compris la nécessité de ces notions-là, eh bien, en fait, il ne nous semble plus du tout compliqué, mais au contraire, il nous semble éclairer toutes sortes de questions qui nous paraissaient impossibles à comprendre avant. Par exemple, quand vous vous interrogez sur les rapports entre le corps et l'âme, eh bien, c'est extrêmement compliqué. Mais il y a des notions dans les pensées de ces auteurs, par exemple la notion d'individuation psychique et collective chez Simondon, qui va permettre en fait d'ouvrir de nouveaux horizons par rapport à ces questions. Donc en fait, ces pensées qui sont au premier abord effectivement difficiles, une fois qu'on a compris pourquoi leur conceptualité était nécessaire, eh bien, elle ne nous semble plus difficile du tout. Au contraire, elle nous semble très très éclairante. Donc voilà. Vous avez commencé par dire que Bernard Stiegler vous a attiré parce qu'il assemblait la pensée et l'agir, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que vous en avez tiré pour vous-même, pour agir, par exemple? Les projets de recherche contributive que nous avons lancés, en quelque sorte, ensemble, étaient vraiment des exemples de cette articulation entre la pensée et l'action, entre guillemets. Et là, il s'agissait vraiment, en fait, de travailler avec des habitants du territoire. Donc, par exemple, l'année où j'ai travaillé à l'Institut de recherche et d'innovation, en 2019, je crois, 2019-2020, lorsque je travaillais par exemple dans le cadre du projet de clinique contributive, et bien là en fait l'idée c'était de s'interroger sur le risque que peut comporter la surexposition aux écrans pour les jeunes enfants. Et nous travaillions donc avec un groupe de puéricultrices, de psychologues, etc., d'habitants du territoire. Il y avait aussi parfois des enseignants, enfin, qui étaient reliés à ce projet. La démarche était la suivante. Nous étudions ensemble des textes philosophiques, des théories philosophiques, des concepts philosophiques en amont, puis ensuite nous les confrontions au réel à travers des ateliers organisés avec des habitants, avec des parents notamment qui souffraient de ce genre de problèmes, qui rencontraient ces difficultés, pour essayer d'inventer ensemble des solutions thérapeutiques à partir en fait d'un certain nombre de textes et de théories philosophiques. Et là, en fait, on voit bien comment la théorie et la pratique ne sont pas dissociables, en fait. Et ce genre de projet-là, typiquement, eh bien, voilà, nous essayons aussi, avec un certain nombre de personnes, d'amis, etc., de soutenir cette démarche, parce qu'elle nous semble fondamentale pour articuler, voilà, la dimension théorique, la dimension pratique.